Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle du projet LIFE et pour ça, je reçois Suzanne Harari. Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors Suzanne, tu es doctorante à l'INRAE en génétique sous la supervision d'Anne Ricard, qui est chercheuse en génétique équine à l'IFCE, et Guillaume Fortier, directeur général de l'ABO. Alors, le projet LIFE, je crois que c'est quelque chose qui tourne autour de la recherche d'indicateurs précoces de la longévité sportive des chevaux. Ça veut dire quoi, LIFE ? LIFE, c'est l'identification de caractères précoces associés à la longévité fonctionnelle sportive du cheval de saut d'obstacle. Oui, donc d'où l'acronyme. Quels sont les partenaires financiers de ce projet ? Les partenaires, c'était donc le laboratoire LABO, le fonds Éperon, l'INRAE, le Stud Buxelles français et l'IFCE. Alors on va parler un petit peu maintenant du pourquoi de cette étude. Son objectif, c'était donc de pouvoir produire et élever des chevaux robustes. Mais à partir de quoi vous avez pu mesurer cette longévité potentielle ? Donc cette longévité fonctionnelle, elle est définie comme le nombre d'années passées en compétition, corrigée pour le niveau de performance. C'est-à-dire qu'en fait, on va corriger les effets de milieu. C'est vrai que le niveau de performance, ça peut être considéré comme cela, parce qu'on sait que le niveau, finalement, ça va être le premier facteur qui va influer sur la longévité du cheval. Donc la longévité fonctionnelle, on a vraiment cette correction qui va nous permettre ensuite de faire une analyse juste. Alors, mesurer la longévité fonctionnelle, c'est quelque chose d'assez difficile. Les caractères sont peu héritables. Oui, c'est ça. Donc le caractère, il est assez peu héritable. Il a été estimé à 0,12 en France en 2021. Et donc, ça le rend peu utilisable en sélection telle qu'elle. Une autre limite, c'est que donc, à l'âge optimal pour la sélection, le cheval, dans la plupart des cas, n'a pas fini sa carrière et donc sa longévité propre est susceptible d'être censurée. Et donc, finalement, on a assez peu d'informations, ce qui rend cette valeur génétique estimée moins fiable. Alors, l'idée, c'est de sélectionner les chevaux performants pour leur longévité. Mais ça veut dire qu'il faut finalement pouvoir le détecter de façon précoce. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va contourner un petit peu le problème et on va essayer de trouver des indicateurs précoces qui sont mesurables sur les jeunes chevaux, qui sont héritables et qui sont génétiquement associés à la longévité fonctionnelle pour qu'on puisse les utiliser dans les plans de sélection. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant, Suzanne, au protocole. Là, vous avez utilisé une méthode assez particulière. Je voudrais que tu nous la détailles. Déjà, on part d'une très grosse population au départ. C'est ça. Donc, en fait, notre échantillon, on va le constituer donc en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va utiliser une large base de données de compétition qui inclut plus de 232 000 chevaux. Et donc, sur tous ces chevaux-là, on va estimer leur valeur génétique pour la longévité fonctionnelle d'après la longévité de leurs produits. Cette valeur génétique, c'est le patrimoine héréditaire d'un individu qui dépend de l'ensemble des gènes. À partir du calcul de ces valeurs génétiques, on a pris les deux échantillons extrêmes de cette population, donc c'est-à-dire les étalons qui étaient non favorables pour la longévité fonctionnelle, donc on pourrait dire valeur négative extrême, et les étalons qui avaient une valeur positive extrême pour la longévité fonctionnelle. Donc là, vous avez deux sous-populations que vous avez isolées. Des étalons favorables avec leurs produits et des étalons non favorables avec leurs produits. Ça représente combien de chevaux au total ? Donc les étalons, on en avait 85 dans la population non favorable et 62 dans la population favorable. Ça représente donc pour les 85 étalons non favorables 362 descendants et pour la population favorable, on avait 590 descendants. Et c'est sur ces descendants-là qu'on a effectué des mesures. Donc ça, c'est bien une méthode particulière parce qu'on a des caractères peu héritables. Donc on est obligé d'adopter cette méthode-là où on va aller finalement mesurer certains caractères dans cette population. Et là, vous avez fait des tournées pour ça. C'est ça. Donc en fait, on a mesuré ces caractères sur les jeunes chevaux entre 2 et 4 ans qui n'avaient pas commencé leur carrière. Et donc l'idée exactement de ce protocole, c'est qu'on avait d'entrée deux populations de jeunes chevaux qui étaient génétiquement très différentes. Ces mesures, elles ont été effectuées au cours de 42 tournées, qui sont donc la combinaison du lieu et du jour, entre
2018 et 2022 par une équipe de phénotypeurs de l'IFCE. Alors, quels sont les paramètres qui ont été mesurés ? Je crois qu'ils sont assez nombreux. Exactement, on avait plusieurs types de paramètres. Donc, dans un premier temps, on avait des mesures de pointage, d'aplomb, les notes d'état corporel, anomalies de l'épiderme. Ensuite, on avait les mensurations et la conformation. On avait également des données de comportement, car les chevaux ont été soumis à des tests de comportement. On avait également les paramètres physiologiques, tels que la fréquence cardiaque, la température et le pH salivaire. On a également effectué des prises de sang, des mesures d'impédance, à partir desquelles on peut déterminer la composition corporelle du cheval, des images infrarouges qui permettaient d'extraire les températures corporelles de surface et des données d'accélérométrie. Donc tout ça, c'est mesuré sur cette population de 952 chevaux. Et après, donc, alors vous avez fait un traitement des données, une analyse statistique, dont le but était de corriger les effets de milieu. Voilà, dans un premier temps, on a calculé les effets de l'âge, du sexe, du poids et de la tournée sur toutes les variables qui ont été mesurées. Ensuite, on a calculé les corrélations entre les variables. Ensuite, on a calculé l'héritabilité de chaque variable. Donc l'héritabilité, pour rappel, c'est la part de variabilité phénotypique qui est expliquée par la génétique, donc en opposition aux effets de l'environnement. C'est une valeur estimée et il y a donc une marge d'erreur. Et donc le phénotype, pour rappel également, c'est l'ensemble des caractères apparents d'un individu. Alors c'est là qu'on en arrive au résultat. Finalement, vous avez bâti un modèle à partir de ces paramètres mesurés et corrigés. Et ça permet de faire quoi, ce modèle, en fait ? Ce modèle, il permet de calculer les effets des variables sur la longévité fonctionnelle après cette correction. Donc en fait, il permet de calculer la probabilité d'être issu du groupe d'étalons favorables ou du groupe d'étalons non favorables à partir de ces paramètres qui ont été mesurés. Donc je rappelle juste que ici, lorsqu'on dit qu'une variable est associée à une meilleure longévité, ça veut dire que l'augmentation de cette variable va être liée à l'augmentation de la probabilité d'être issue du groupe d'étalons favorables pour la longévité fonctionnelle. Ça s'appelle comment, un modèle comme ça ? Ça s'appelle un modèle de régression logistique, plus exactement PLS pour Partial Least Square Logistic Regression. Alors, on va maintenant rentrer dans les résultats, parce que là, il y a quand même des observations qui sont surprenantes et très intéressantes. Donc, on va plutôt se focaliser, j'ai envie de dire, sur les variables fortement héritables et significatives. Alors d'abord, il y a les observations en main. Exactement. Donc, les conclusions de ces observations en main, la seule variable qui était à la fois héritable et significative, c'était le fait d'être panard vs le fait d'être cagneux. Et donc, finalement, il s'est révélé qu'il valait mieux être panard que cagneux pour une meilleure longévité. Et ça, c'est fortement héritable ? Oui, on avait une héritabilité de 0,4, qui est donc modérément à fortement héritable. Vous avez fait des observations au box, mais là, par contre, peu d'héritabilité. Voilà, on a trouvé quand même quelques résultats sur l'impact d'un cheval peu sociable ou qui présentait des stéréotypies, mais toutes ces variables étaient très faiblement héritables et donc non utilisables en sélection. Alors par contre, sur les mensurations, là, vous avez trouvé des choses très, très héritables. Exactement. Donc ce qu'on avait comme variable significative, c'était que un périmètre thoracique plus élevé était favorable pour une meilleure longévité. Une hauteur sous-sternale plus élevée était également favorable pour une meilleure longévité. Là, on a des héritabilités très élevées autour de 0,6. Un pli de peau également plus élevé qui était favorable pour une meilleure longévité. Ainsi que des longueurs corporelles moins élevées, c'est-à-dire un dos plus court. Alors, il y a aussi l'histoire, je crois, de l'angle en pince du sabot avec le bassin. Exactement. Donc, on avait à la fois les angles des sabots et l'angle du bassin, qui étaient associés à une meilleure longévité, avec des héritabilités autour de 0,3. Donc si on se résume sur cette partie, meilleure longévité pour cet angle, sabot en pince et bassin, périmètre thoracique et hauteur sous-sternale plus élevée et dos court. Exactement. Ça nous définit déjà un type de chevaux. Alors après, vous avez fait des tests de tempérament simplifiés. Exactement. Donc ça regroupe des tests, donc le toisage, les réactions face à un objet ou une surface inconnue, les réactions face à une action soudaine. Et donc, au cours de ces tests, on a mesuré la tension musculaire et par ailleurs, on a également mesuré la sensibilité tactile. Alors là, qu'est-ce qu'on observe ? Il y a des chevaux qui ont plus de mouvements vifs lors de ce test ? Exactement. On a observé que plus de mouvements vifs lors du test de surface inconnue étaient associés à une moins bonne longévité, que l'agitation au toisage
était associé à une meilleure longévité. Et on sait, notamment d'après l'étude de Wiedemann et al. De 2021, que cela indique une activité locomotrice spontanée ou une nervosité ou une anxiété. On a également trouvé qu'une tension musculaire plus élevée lors des tests était associée à une meilleure longévité, malgré le fait que cela indique une réactivité, un caractère émotionnel plus marqué ou une anxiété. Enfin, le dernier résultat, c'était qu'une distance d'évasion à un objet inconnu plus élevé était associée à une meilleure longévité. Donc un cheval plus fuyant face à un objet inconnu. Donc là encore, si on résume, une meilleure longévité associée à un caractère un petit peu réactif, craintif, spécialement dans des situations nouvelles, avec une activité locomotrice spontanée importante. On va s'intéresser maintenant, Suzanne, à la composition corporelle, mais là aussi, pas d'irritabilité. Non, la seule variable qui était significative, c'était le pourcentage de masse de gras, mais en effet, cette variable était très peu irritable. Mais la limite de ça, c'est qu'on avait une analyse qui était limitée par les effectifs, puisque c'est une mesure qui est assez compliquée sur les jeunes chevaux, et donc malheureusement, on avait nettement moins que 952 mesures d'impédance. Ensuite, vous avez mesuré des paramètres physiologiques, fréquence respiratoire, température corporelle. Là, qu'est-ce qu'on a trouvé de significatif ? Donc là, ce qu'on a trouvé, c'était qu'un pH salivaire plus bas était associé à une meilleure longévité, mais l'irritabilité était de 0,12, donc pareil, pas utilisable dans un plan de sélection. Alors, une autre catégorie de mesures qui là semble très intéressante, c'est les images infrarouges. Exactement, donc à partir de ces images infrarouges, on peut extraire des températures corporelles de surface. Et ce qu'on a trouvé à partir donc de ces températures corporelles, c'était qu'une meilleure longévité était associée à moins de variabilité au sein des températures dorsales. On sait par ailleurs qu'une variabilité peut révéler une sensibilité accrue aux douleurs ou aux dorsalgies, avec donc une irritabilité de 0,2. Par ailleurs, on a trouvé qu'une meilleure longévité était associée à une plus basse température des yeux, qui pour le coup était plus irritable, donc 0,46. Oui, c'est assez élevé, ouais. Et on sait par ailleurs que cette température plus élevée peut être liée à un stress. La troisième mesure qui était significative n'était par contre pas irritable. Donc, si on se résume là encore, meilleure longévité associée à une basse température des yeux, avec une forte irritabilité, et à une faible variabilité de la température dorsale. Exactement. Alors, une autre catégorie de mesures que vous avez fait qui concerne l'accélérométrie, là ça concerne quoi ? Les allures, le déplacement du cheval ? Exactement. Donc en fait, on place des capteurs sur les chevaux lors de leur déplacement, donc au pas, au trot en main, au trot en liberté et au galop. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'une meilleure symétrie des allures au pas et au trot était associée à une meilleure longévité, qu'une fréquence des foulées au trot et au galop plus élevée était par contre associée à une moins bonne longévité, qu'une puissance dorso-ventrale élevée était associée à une meilleure longévité, mais qu'en revanche, une puissance médio-latérale élevée, donc qu'on peut expliquer comme un cheval qui se traverse ou qui billarde, était associée à une moins bonne longévité. Donc une meilleure longévité associée à une basse fréquence des foulées, une bonne puissance dorso-ventrale et un déplacement dorso-ventral important avec de la puissance médio-latérale basse. Exactement. Dernière catégorie de paramètres que vous avez mesurés, les paramètres sanguins. Et là, on a des choses là aussi très intéressantes. Exactement. Donc là, ce qu'on a trouvé, c'était 16 paramètres qui étaient significatifs, dont la majorité qui était vraiment irritable. On a trouvé qu'un statut inflammatoire bas, donc qui passait notamment par un pourcentage de monocytes et un taux de leucocytes moins élevé, était associé à une meilleure longévité. Une des explications, ça pourrait être qu'une sensibilité plus importante pourrait mener à une fatigue globale prématurée. Ensuite, on a également trouvé qu'un volume moyen des globules rouges plus bas ainsi qu'une bonne hydratation étaient liés à une meilleure longévité. Alors là, ça soulève des questions sur le plan physiologique. Ça peut paraître un peu étonnant comme résultat. Mais par contre, tu as une très forte irritabilité là-dessus. Oui, on a des irritabilités donc pour le volume moyen des globules rouges et la quantité d'hémoglobine moyenne par globule rouge, on a des irritabilités de 0,9 et 0,92. Et c'est des variables qui sont très significatives, donc vraiment très intéressantes dans des plans de sélection.
Donc, je résume là encore, meilleure longévité associée à un statut inflammatoire bas, ce qui peut paraître non surprenant, une bonne hydratation et un volume de globules rouges bas. Ça veut dire quand même qu'il faudra peut-être allonger un petit peu cette étude, aller chercher de nouveaux résultats pour comprendre un petit peu ces phénomènes physiologiques. Voilà, ce qu'on a pu aujourd'hui voir dans la littérature, c'est que le volume des globules rouges, en fait, il est lié au taux de renouvellement des globules rouges dans le sang. Parce que plus les globules rouges sont jeunes, plus le volume est élevé. Donc ça veut dire qu'un volume moyen plus élevé signifie un renouvellement plus rapide. Et donc ça peut avoir plusieurs causes physiologiques, notamment des phénomènes de carence en vitamines ou d'autres causes de l'anémie macrocytaire. Ouais, donc de bonnes pistes de recherche pour la suite. Les applications pratiques de toute cette étude, l'idée finale, c'est quoi ? L'idée, ce serait de développer un indicateur génétique basé sur toutes ces mesures-là. Donc, on combinerait tous ces résultats-là et on produit un indicateur génétique qui pourrait être utilisé dans la sélection. Qui nous permettra de prédire la longévité des chevaux. Exactement. Alors, une petite question qui nous intéresse, Suzanne, comment ça se passe à l'étranger sur ce domaine ? Quelles sont les recherches qui ont été entreprises ? Donc aujourd'hui, à l'étranger, on a quand même assez peu de choses sur le sujet, surtout au niveau de la longévité fonctionnelle. En fait, ce qu'on voit, c'est que certaines études se sont intéressées à la longévité, mais elles se sont intéressées à la longévité observée et non à la longévité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas corrigé pour le niveau de performance, alors que c'est finalement le premier facteur qui va jouer sur la longévité. Et le fait de ne pas corriger pour le niveau de performance, ça peut conduire à une confusion entre les caractères liés à la performance et les caractères liés à la longévité. Donc finalement, la France est assez en avance sur ce projet, quoi. Voilà. Alors on arrive à la fin de notre entretien, Suzanne. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Quelle sera déjà la suite à ce projet ? La suite de ce projet, ce serait donc de faire un essai complémentaire à partir des caractères qui étaient héritables et significatifs, avant donc de développer cet indicateur génétique. Mais pour cet essai complémentaire, on est encore en attente de financement. Également des articles qui sont prévus en parution, des communications ? On a eu plusieurs communications dans des congrès, internationaux ou nationaux, et 2 articles scientifiques sont parus dans des revues qui concernaient les paramètres sanguins et les images infrarouges. Alors on les mettra en lien dans le descriptif du podcast. Et tu travailles actuellement toi-même sur un autre projet, le projet Génie ? Oui, donc ma thèse de doctorat s'inscrit dans le projet Génie qui vise à trouver des indicateurs génétiques et génomiques diversifiés de la performance, ainsi que des marqueurs génétiques et génomiques liés aux principales pathologies de contre-performance en sport et également en course. Merci Suzanne. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.